chers abonnés de CNOWeb TV et bienvenue dans cet entretien. Bonjour docteur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous auprès des abonnés de CNOWeb qui ne vous connaissent pas. Ok. Je suis Julien Quintin, je suis ostéopathe au Sénégal et à Dakar en plus particulier depuis 5 ans maintenant. J'ai exercé au Congo et au Gabon avant et ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que j'ai été diplômé en France. Alors vous êtes ostéopathe. Pouvez-vous s'il vous plaît définir cette pratique, cette profession auprès des abonnés qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément familiarisés à ce domaine? Alors l'ostéopathie c'est une thérapie manuelle exclusivement qui a pour but principal, si on veut résumer, de redonner de la mobilité à des structures du corps qui en ont perdu de façon à ce qu'elles fonctionnent mieux. C'est-à-dire que le principe en ostéopathie, c'est que si toutes les structures du corps, que ce soit les os, donc les articulations, les muscles entre eux, les muscles par rapport aux os, les organes par rapport aux muscles, par rapport aux os, les vaisseaux, les nerfs, si tout bouge correctement, on part du principe qu'il y a peu de raisons qu'une pathologie s'y installe parce que les circulations fluidiques, c'est-à-dire la circulation des vaisseaux, se passe correctement, que les zones sont suffisamment oxygénées et nourries et que le corps a tout tout pour pouvoir guérir correctement. Principalement, la base, c'est ça. Alors, quel type de patients consultent couramment l'ostéopathie et quelles sont les pathologies les plus couramment rencontrées? Les patients, ça va vraiment de la naissance jusqu'à la mort. Donc, il y a vraiment un gros panel de patients possibles. Au Sénégal, on a quand même la chance d'avoir autant de nationaux que d'expatriés. Et évidemment que les personnes qui consultent le plus en ostéopathie, c'est des personnes qui ont été ouvertes sur d'autres pays, qui ont eu la chance de voyager, qui ont un niveau social suffisant pour payer une consultation aussi, mais surtout un niveau social suffisant pour avoir eu accès à des thérapies qui viennent de l'étranger aussi. Donc du coup la connaissance via les enfants qui sont dans les études, via leurs études à eux quand ils étaient plus jeunes, etc. Les pathologies? Oui. Les pathologies en particulier, c'est vraiment très très vaste. L'essentiel en ostéopathie, c'est qu'il n'y ait pas de lésion anatomique. C'est-à-dire que ça peut aller de la lombalgie, une personne qui vient pour des douleurs au niveau du dos, que ce soit aigu, c'est-à-dire récent, ou alors chronique, des dorsalgies, plutôt le milieu du dos, des cervicalgies, ça peut être des séquelles d'entorse, des raideurs suite à des fractures qui n'ont pas été suffisamment bien traitées. Ça peut être des problèmes au niveau viscéral, c'est-à-dire des gastrites, des aigreurs qui peuvent être dues à du stress. Mais à chaque fois, on revient tout le temps sur le même principe, c'est, par exemple, dans le cas d'une gastrite, est-ce que la douleur, elle est due principalement à une lésion au niveau de l'organe? Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas l'indication première. Ou est-ce que c'est plutôt une conséquence d'un stress qui a densifié un muscle, qui appuie sur l'estomac et qui crée des reflux, des aigreurs, etc. Donc on peut faire ces exemples sur toutes les pathologies. Et toute pathologie pourrait potentiellement être traitée en ostéo, mais ça dépend de la cause. Ça va à chaque fois dépendre de la cause et c'est le rôle de l'ostéopathe d'essayer d'identifier dès l'interrogatoire et les premiers tests, est-ce que ce patient pour ce symptôme, il peut être du ressort de l'ostéopathie ou alors est-ce qu'il faut qu'il fasse des examens et aller voir un médecin? D'accord. Et justement, pour guérir ces pathologies, vous utilisez des méthodes. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous les citer et nous les décrire et nous dire comment elles participent à guérir, justement, au processus de guérison? Alors, en ostéopathie, il y a plusieurs techniques. Il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres, mais globalement, toutes les écoles dans le monde diplôment sur les 4, 5, 6 mêmes techniques. Il va y avoir les fameuses techniques qui craquent, dont on peut entendre parler beaucoup sur Internet. C'est des techniques articulaires pures, qui ont pour but de redonner de la mobilité sur une articulation précisément et de venir travailler sur une boucle réflexe au niveau neurologique. Mais le principe surtout, c'est de redonner de la mobilité, comme toutes les autres techniques. Il y a des techniques faciales, c'est des techniques très douces, où le but c'est de venir retravailler et entre guillemets reprogrammer toutes les enveloppes musculaires et osseuses, toujours pareil, de façon à redonner de la mobilité sur une structure qui en a perdu. Il va y avoir les techniques musculaires, des techniques où on va demander aux patients de contracter, de relâcher, où on va travailler sur de l'étirement et de la contraction. Et le but est pareil, c'est redonner de la mobilité sur une structure, principalement une articulation, mais en passant par le muscle. Il va y avoir des techniques viscérales, des techniques où on va essayer de travailler sur la mobilité des organes. Et toujours pareil, ça va retomber sur le redonner de la mobilité sur une structure qui en a perdu. Et des techniques crâniennes, c'est des techniques les plus controversées, parce que certains, au niveau scientifique, estiment que la boîte crânienne ne bouge plus à partir de 21 ans.
Et d'autres études, certes pas beaucoup, prouvent encore une certaine expansion et rétractation au niveau du crâne. Donc nous, en tant qu'ostéo, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup au niveau du crâne pour essayer de redonner de la mobilité et surtout éviter qu'il y ait un impact sur tout le reste de la colonne. Et parmi ces techniques, vous avez justement énuméré le crack, qui est sans doute l'une des plus célèbres auprès, en tout cas, de nombreux viewers à travers le net. Tout à fait. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qu'est-ce qu'il entraîne? Okay. Alors déjà, je préfère juste préciser une chose. Ces techniques crack, il ne sert à rien à un patient d'appeler un ostéopathe ou un chiropracteur ou un éthiopathe pour dire j'ai envie de me faire craquer là. Ça ne sera jamais le patient qui va décider d'avoir telle technique. C'est un outil qui va être utilisé après un diagnostic et après certaines exclusions. Donc ça ne fonctionne pas sur le sensationnalisme, j'ai vu ça, je veux avoir ça parce que ça va me faire du bien. C'est 5 ans d'études et c'est au praticien de savoir si on va l'utiliser ou pas. Pourquoi le crack? C'est un phénomène de cavitation assez simple, c'est-à-dire que dans chaque articulation, il y a un liquide gazeux, donc un peu comme avant d'ouvrir une bouteille de coca, on ne voit pas le gaz dans le liquide. Et par contre, le gaz va être libéré à partir du moment où on va jouer sur la pression autour de ce liquide. Quand on ouvre la capsule, ça fait boum. Voilà. C'est le même principe, c'est quand on va exercer un mouvement très rapide et précis sur cette articulation, on va venir comprimer ce liquide et il va y avoir ce fameux bruit de craquement qui n'est en rien en lien avec l'efficacité de la manipulation. C'est juste que quand il y a le crack, il y a un effet de décompression et de soulagement sur le moment, mais qui n'est pas du tout synonyme de j'ai réussi ma technique. Le but de la technique, c'est de redonner une information de position à une vertèbre. Alors, pourriez-vous, justement, vous l'avez dit, pour devenir ostéopathe, c'est 5 ans de formation. Pourriez-vous nous en dire plus? Pourriez-vous nous donner le processus de formation et aussi quelles sont peut-être les accréditations et les certifications importantes qu'il faut avoir auparavant pour exercer? Alors, en ostéopathie, à ma connaissance, si ça n'a pas changé depuis mes études, c'est 5 ou 6 ans. Ça dépend. La majeure partie, c'est 5 ans. Il y a quelques écoles, surtout en Grande-Bretagne, il me semble, où ils sont en 6 ans. Et certaines écoles, malheureusement, qui diplôment en 3 ans aussi, qui sont très Malheureusement. Oui, parce que du coup, en 3 ans, on n'a pas la capacité d'apprendre autant de choses et de façon aussi fiable qu'en 5 ans. En 3 ans, on se focalise surtout sur la partie très articulaire et beaucoup moins sur la globalité du corps. Ce qui est quelque chose de très important dans l'ostéopathie, c'est cette vision très globale du corps et cette association de toutes ces techniques pour redonner de la mobilité. Les études en elles-mêmes, il n'y a pas besoin d'avoir un bac en particulier. Il faut avoir par contre des bonnes notes, des bons bulletins. Mais on peut avoir un bac L, ES, S. Évidemment qu'avec un bac S, je crois que c'est plus d'actualité, ça s'appelle plus forcément comme ça, mais avec un bac S, on a plus de capacité à rentrer sans remise à niveau dans une première année d'études. Les écoles d'ostéopathie, c'est que des écoles privées. C'est un truc à savoir, donc c'est un budget, et c'est sur en moyenne 5 ans. 5 ans à temps plein, c'est une formation qui fait à peu près 5000 heures de formation au total, avec plusieurs centaines d'heures de pratique dans des cliniques privées étudiantes. Les écoles sont principalement en Occident. Donc Canada, principalement après en Europe, surtout la France, la Grande-Bretagne, un peu l'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne, l'Afrique à ma connaissance, 0. Au Sénégal? Ah non, pas au Sénégal, pas du tout. Si en fait, s'il y avait des écoles au Sénégal, j'aurais pas le droit de venir travailler ici. Mais même au Maroc et en Afrique du Sud, il me semble qu'il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle. Et voilà, c'est surtout ça, et même pas aux États-Unis, et pas en Amérique non plus. Et pour exercer, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des accréditations ou des certifications? Vous parlez au Sénégal ou en France? De manière générale. En gros, le diplôme en 5 ans nous donne un diplôme d'État français. Moi, je connais par rapport à la France, parce que j'ai fait mes études en France, mais il me semble que c'est pareil dans tous les autres pays. Ensuite, après, en fonction des pays où l'ostéopathie est reconnue et légiférée, il va falloir demander une accréditation de l'État pour reconnaître le diplôme de l'État étranger, ce qui est normal. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal, vu que l'ostéopathie n'est pas référencée dans les professions libérales réglementées. Donc, Et en quoi diffère-t-elle de la kinésithérapie? Parce que la confusion aussi existe. Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie purement manuelle, à la contrario la kinésithérapie, où c'est une thérapie manuelle, mais où on utilise pas mal d'ultrasons, d'ondes de choc, de crochets, enfin d'autres matériels et supports. Ça, c'est la première grosse différence. Deuxième différence, l'ostéopathie n'est pas une profession de santé médicale. C'est une profession de soins, mais elle ne rentre pas dans le parcours de soins médical, on va dire, courant.
Les professions de santé, c'est les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les gynécologues, les spécialistes comme les cardiologues, les neurologues, et les auxiliaires médicaux qui sont les infirmiers et les kinésithérapeutes, paramédical et médical. Tout le reste n'est pas de la profession de santé. Donc, n'est pas légiféré par les lois, donc il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota de nombre d'étudiants qui vont être diplômés dans chaque État tous les ans, etc. Ça, c'est une deuxième grosse différence. Troisième différence, c'est que la kinésithérapie n'est pas une thérapie de première intention. C'est-à-dire qu'un patient ne peut pas décider par lui-même d'aller consulter un kinésithérapeute. Il doit avoir un médecin ou un spécialiste qui, lui, va décider d'un protocole de traitement infirmier ou kinésithérapeute, d'où le côté auxiliaire médicaux. Ce qui peut être vu un petit peu de façon rabaissante pour les kinés, mais qui est inscrit comme ça dans le parcours de soins et ne devrait pas être vu de façon rabaissante. Donc ça, c'est déjà une deuxième différence. Et une troisième différence, et l'ostéopathie a ce côté première intention, parce que dans nos formations, on est à même de venir distinguer ce qui est de mon ressort, ce qui n'est pas de mon ressort. Évidemment, il y a des gens qui font du tort à l'ostéopathie parce qu'ils pensent que c'est une thérapie où on va juste faire du bien et qu'il n'y a aucun risque et qu'on ne fait pas de travail de diagnostic. Mais ça, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons kinés, il y a des mauvais kinés, il y a des bons ostéos, il y a des mauvais ostéos. C'est pas pour autant qu'on va décrier une profession à cause de ça. La base, c'est que l'ostéopathie, c'est une thérapie de première intention quand même. Quatrième grosse différence, c'est surtout la façon dont on va travailler. L'ostéopathie et la kinésithérapie, c'est deux thérapies très complémentaires. Mais la kinésithérapie est beaucoup plus axée sur un projet de rééducation après des fractures, après des entorses, après un alitement prolongé, après des scolioses. En gros, le kiné, je ne veux pas réduire le travail qu'il va faire parce que c'est quelque chose de très global et très intéressant, mais ça va surtout être du travail musculaire et tendineux et ligamentaire dans le but de stabiliser une zone et de la rendre plus viable. L'ostéopathie, son rôle un peu binaire, c'est redonner de la mobilité à une structure. Après, s'il faut la stabiliser, la renforcer musculairement, faire des exercices, on va basculer sur du kiné, c'est du travail un peu plus long. Et cinquième différence, c'est qu'en ostéopathie, normalement, à part des cas particuliers, c'est une, 2 ou 3 séances pour un motif. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de prendre en charge très globalement le corps. Le kinésithérapeute, ça va être un travail, c'est un protocole de 10, 15 ou plus en séance. Et le travail est beaucoup plus focalisé. C'est beaucoup plus une zone qu'on va travailler. Évidemment qu'il y a des très bons kinés qui vont travailler de façon très globale avec le reste du corps, mais la formation est très axée sur j'ai mal à l'épaule, je vais travailler cette zone. Pas forcément de lien avec le bassin, etc. Ce que l'ostéopathie apporte énormément. Alors, pour une prochaine question toujours concernant cette différence entre l'ostéopathie et la kinésithérapie, sans pour autant entrer dans le corporatisme, parce que je vous sais neutre, oui. Existe-t-il des cas ou des situations où la kinésithérapie serait préférable à l'ostéopathie et vice-versa ? Alors, par exemple, quelqu'un qui va se faire une entorse, les deux vont être intéressants. C'est-à-dire que l'ostéo peut avoir un intérêt en première intention pour essayer de vérifier s'il n'y a pas eu de blocage au niveau de certaines articulations. Je parle d'un exemple en particulier, pour faire en sorte que le travail du kiné en rééducation musculaire et en stabilisation soit plus facile parce que la cheville sera mobile et ne sera pas, entre guillemets, biaisée par des blocages. Donc on pourrait dire, idéalement, il pourrait y avoir 1 ou 2 séances en ostéo, et ensuite, après, on passe sur le protocole de rééducation kiné. Pour des problèmes de lumbago, je pense, et les études le montrent, que les résultats sont plus efficaces avec quelques séances d'ostéopathie, plutôt que du renforcement musculaire et du massage. Pourquoi ? Parce que le blocage et le verrouillage musculaire est une conséquence d'un blocage articulaire souvent derrière. Donc du coup, oui, on peut relâcher le muscle, mais tant que la structure derrière n'est pas mobile, le muscle viendra toujours se verrouiller pour protéger cette zone et éviter que le blocage ne s'aggrave. Donc voilà. Dans tous les cas, les deux sont très complémentaires. Il n'y a pas la kiné c'est mieux, l'ostéopathie c'est mieux. Moi je suis ostéopathe et pourtant je sais pourquoi j'ai fait ce métier, mais tous les jours je redirige vers des kinésithérapeutes parce que c'est pas mon travail de faire du massage, c'est moins mon travail de travailler sur du musculaire pur. Et on n'a pas la même vision entre la globalité du corps et le côté très segmentarisé de la vision médicale du corps humain. Donc ouais, les grosses différences sont surtout là, et c'est difficile, c'est vrai que pour un patient, de savoir est-ce que je vais voir un kiné, est-ce que je vais voir un ostéo. De toute façon, la question ne se pose pas, parce que c'est pas à lui de dire s'il va voir un kiné.
Et revient. justement, on revient à la recommandation médicale, parce que, et vous l'avez aussi évoqué tantôt, que l'ostéopathie n'est pas encore reconnue comme une discipline médicale, et même de fois déconseillée par les professionnels de la santé. Pourriez-vous nous expliquer cette situation, s'il vous plaît? Alors, déconseillé, ça vient de moins en moins. C'est surtout un problème de connaissance et un problème de j'ai eu mes études il y a très longtemps, il n'y avait pas d'ostéopathie, c'est une nouvelle thérapie qui devient de plus en plus à la mode. Et comme tous les effets de mode, il faut toujours s'en méfier un petit peu. C'est quelque chose de complètement normal. Après, il y a plein de médecins qui fonctionnent en collaboration, et moi ça se passe très bien quand je travaille au Sénégal sur ça. Et évidemment, il y a toujours des réticents. Des réticents, certains qui ont tort parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne veulent pas s'instruire, et certains qui ont raison parce qu'ils ont eu affaire à des ostéopathes peu scrupuleux. Et ça, c'est comme dans toutes les professions. Après, sur les recommandations, la kinésithérapie est une profession qui rentre dans le parcours de soins de santé. Donc, on est dans des auxiliaires médicaux, donc ils ont appris dans leur formation médicale à rediriger et à faire des protocoles de traitement kiné. Ils n'ont pas appris, c'est un manque de connaissances surtout. J'ai par contre très peu d'histoires relatant un thérapeute qui dit il ne faut pas aller voir un ostéopathe. Souvent, à ma connaissance, c'est un problème d'information. J'ai jamais eu de problème particulier avec un chirurgien ou un gynéco pour discuter d'ostéopathie. Je pense que le biais vient surtout du fait que le vocabulaire n'est pas le même entre le côté médical et le côté ostéo, et que si on trouve le même vocabulaire pour discuter d'une même pathologie, j'ai jamais vu de problème en particulier, à part des problèmes d'ego après. Mais ça, c'est des problèmes d'ego dans différentes professions. Toujours concernant cette non-reconnaissance, est-ce que vous êtes confronté des fois à des défis ou bien à des difficultés justement en raison de cette non-reconnaissance? Bon, vous en avez évoqué quelques-uns, la non-recommandation. Est-ce qu'il y en a aussi d'autres? Peut-être au niveau administratif, parce que du coup, beaucoup de patients souhaiteraient avoir une partie de remboursement. Il y a une grosse différence aussi sur ça. La kinésithérapie, comme elle est dans le protocole médical, elle va être plus facilement, prise en charge quasiment automatiquement par les assurances, au Sénégal aussi, il me semble, alors que l'ostéopathie n'est pas prise en charge par les assurances, mais plutôt par des complémentaires santé qui coûtent souvent plus cher. Donc on revient sur le système où il faut avoir des moyens pour avoir une prise en charge. Voilà. Après, des problématiques en particulier, à part la connaissance et la non-connaissance, j'ai jamais eu de problème en particulier. Il faut juste expliquer sa profession. C'est des professions qui ont 150 ans. C'est quand même assez jeune dans le commun des mortels. Ça s'explique. J'ai pas de problème en particulier. Comme je vous dis ici, nous on est quasiment 60% de la patientèle qui est patientèle locale ou sous-régionale. Donc j'ai pas de problème particulier vis-à-vis de ça. La reconnaissance, est-ce là un combat que vous souhaitez porter? Oui, tout à fait, parce que ça apporterait que du bien pour la profession. Après, je peux comprendre encore à l'heure actuelle pourquoi elle n'est pas complètement reconnue dans le système de soins, parce qu'il y a des conflits d'ego. Voilà, pour moi, c'est mon résumé, des conflits d'ego entre des grands professionnels de santé, avec des torts partagés des deux côtés. Il y a des ostéopathes qui pensent qu'ils arrivent à faire beaucoup plus de choses que ce qu'on est capable de faire, je pense aussi. Il y a des médecins qui ont tendance à, parce que les ostéopathes n'ont pas fait de formation avec un quota à la fac, à dire que ils ont gagné leur diplôme en le payant, comme les professions commerciales. Bon voilà, il y a des conflits, il y a surtout une mécompréhension. Mais honnêtement, moi, dans mon activité, dans mon expérience, j'entends des conflits. Moi, je ne les ai pas eus. Je ne les ai pas eus parce qu'il faut savoir se mettre au niveau de la personne en face sans que ça soit quelque chose de hautain. C'est juste trouver le vocabulaire où on va s'entendre. Et tout le monde a été compréhensif et intéressé. Moi de mon côté, eux de leur côté. C'est un échange dans tous les cas au niveau médical. Alors venons-en au Sénégal. J'aimerais savoir comment l'ostéopathie est-elle perçue au Sénégal et quelles sont les observations quant à sa popularité et son acceptation ici. Ça progresse. Je pense que l'ostéopathie existe à peu près depuis une quinzaine d'années au Sénégal. Moi, je suis là depuis 5 ans, mais ça doit être à peu près ça. Il y a 2 ostéopathes ici qui sont là depuis une quinzaine d'années. Je pense que année après année, ça progresse par du bouche à oreille principalement et par des recommandations de certains professionnels de santé autour de la périnatalité, gynéco, pédiatre, et aussi au niveau orthopédiste, parce qu'on sait qu'il y a des très bons professionnels de santé au Sénégal, c'est agréable, c'est ce qui permet de développer aussi le côté ostéopathique, parce que quand chacun a sa place et que personne n'a besoin de compenser la lacune médicale d'un pays, on progresse beaucoup plus vite dans une profession.
Mais c'est plutôt le côté instructif qui pose problème. On n'en entend pas assez parler. Et les médecins, c'est pas leur faute, mais n'en ont pas assez conscience non plus. Ils n'ont pas eu cette information-là pendant leurs études, parce qu'ils ont été diplômés il y a une vingtaine d'années. Enfin, je parle d'un exemple, et qu'il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas au Sénégal, donc c'était pas un sujet d'actualité. En France, ça fait bien 30-40 ans que c'est bien connu. Depuis 10-20 ans, c'est très très connu. Petit à petit, au Sénégal, ça fait 20 ans que ça commence à se connaître. Je pense que d'ici 10-20 ans, ça sera très largement connu. Vous êtes sur une dynamique croissante? Tout à fait. Tout à fait. Surtout sur... après, moi, ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon cabinet, donc forcément, je suis en croissance constante. Mais il y a surtout une dynamique croissante sur, si je veux faire un pourcentage sur l'origine de mes patients. Donc clairement, dès le début, j'avais une vingtaine de pourcents de nationaux, mais ça grandit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information qui circule. Ce n'est pas les moyens des Sénégalais qui augmentent, c'est le contraire. Mais c'est plus une dynamique croissante d'information et de j'ai ma tante qui a été traitée par ça, elle ne connaissait pas, on arrivait un peu à saturation avec un traitement qui n'était pas adapté. Et ce n'était pas la faute d'un mauvais traitement kiné, c'était juste que ce n'était pas le traitement adapté pour ça. On arrivait à saturation avec un traitement orthopédique, on arrivait à saturation avec quelque chose, un traitement neurologique. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire manuellement, mais évidemment on ne peut pas tout faire. C'est en collaboration. Une dynamique croissante auprès des patients nationaux. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les pathologies les plus couramment diagnostiquées? Alors, clairement, et très loin devant, c'est les lombalgies et les cervicalgies, c'est-à-dire les douleurs et les blocages au niveau du bas du dos, souvent aigus, souvent ou non associés de sciatique. C'est le truc le plus courant. Et les cervicalgies, torticolis, pareil, avec des douleurs névralgiques au niveau du bras. C'est la chose la plus courante en ostéopathie. C'est pas pourtant la chose la plus intéressante, mais c'est la chose vraiment la plus courante. C'est, je pense, 70% de toutes les consultations, parce que c'est des choses qui sont très handicapantes pour les patients. Donc même quand ils connaissent pas, ils cherchent des solutions parce qu'ils veulent une solution à court terme. Après, il y a pas mal de troubles au niveau du transit aussi, qu'on arrive à travailler. Il y a des dorsalgies, des douleurs au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, les chevilles, les genoux. C'est vrai que dans le commun des mortels, les ostéopathes ne s'occupent que des os, et ça c'est un problème de nomenclature sur notre profession. On ne s'occupe pas que des os, on s'occupe de toutes les structures du corps. Donc même quelqu'un qui a des otites à répétition par exemple, pourrait être amené à consulter en ostéo, parce qu'on va venir regarder est-ce que le drainage au niveau de l'oreille interne est correct, et va éviter que ça stagne, et si ça stagne, ça peut cumuler plus facilement au niveau bactérien, fongique, etc. C'est un exemple, hein, mais c'est juste pour dire que le commun des mortels va plutôt être axé sur de la pathologie très mécanique et très douloureuse, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en ostéopathie, mais ça progresse, c'est petit à petit. Concernant justement ces douleurs dans le bas du dos, qu'elles en sont les causes finalement? Alors, il y a plein de causes possibles. Il y a de la lombalgie commune, c'est-à-dire on a fait un mouvement qui allait au-delà de l'amplitude de l'articulation, et le muscle, par précaution, comme un système d'alarme, est venu tout verrouiller pour dire ne va pas plus loin que ça, parce que ça risque d'être encore plus dangereux. Le problème, c'est que quand il vient tout verrouiller, c'est douloureux parce que le muscle n'a jamais été fabriqué pour rester contracté toute une journée. Donc ce qui fait mal au patient, la plupart du temps dans une lombalgie, c'est la contraction musculaire constante d'un muscle qui va s'asphyxier au bout d'un moment et créer un signal douloureux pour dire il y a quelque chose qui se passe. Le patient, lui, il n'a pas envie de comprendre, il veut juste être mobile et avoir moins mal. Il y a d'autres douleurs, ce n'est pas que ça c'est des lombalgies communes. Après, il y a aussi des lombalgies sur des problèmes discaux, c'est-à-dire des petits amortisseurs qu'on a entre chaque vertèbre, ou sur des zones détériorées parce qu'on est plus âgé. Donc voilà, ça peut aller vraiment sur des sujets assez vastes. Le plus souvent, c'est de la lombalgie commune. Mais justement, là encore, l'intérêt d'un professionnel sérieux, c'est d'être capable, dès l'interrogatoire et dès les tests avant les manipulations, de dire ça je peux prendre en charge, ça je peux pas prendre en charge, ça devrait évoluer comme ça non, ça je peux utiliser telle technique, ça non, comme n'importe quelle profession de soin en fait. Et cette pathologie n'est pas que les affaires des vieux? Ah, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on a tous connu autour de nous, on doit avoir à peu près le même âge, 35 ans, des gens qui ont des lumbagos à 25, 30, 35 ans, ça arrive tous les jours. Justement, par rapport à ça, quels conseils pratiques pourriez-vous donner à ces personnes qui souffrent énormément de cette pathologie-là?
Alors, je ne peux pas rentrer dans des conseils très précis parce que ça dépend du problème en particulier. Donc ça serait un peu bateau de donner il faut faire ça, il faut faire ça. Même sur des positions au bureau, ça dépend du bureau, ça dépend de la chaise, ça dépend du travail qu'on va faire, du nombre d'heures qu'on va passer derrière. Par contre, il y a une chose essentielle, c'est que le corps humain, il a été fabriqué pour se déplacer, pour être mobile. Donc, si vous voulez vraiment limiter au maximum le risque d'avoir des douleurs, il faut être mobile, il faut faire une activité sportive, il faut se déplacer. Il faut arrêter de prendre la voiture pour faire 300 mètres. Il faut arrêter de passer 8 heures derrière un bureau. Ça, c'est compliqué parce que les formations et les travaux qu'on fait à l'heure actuelle sont très orientés sur quelque chose de multimédia. Donc, on est assis derrière un bureau, mais il faut se déplacer dans la journée. Il faut faire quelques pauses et il faut être actif. On revient tout le temps sur il faut être mobile. Nous, en ostéopathie, on va s'occuper principalement de redonner de la mobilité sur des zones qui en ont perdu de façon précise. Mais la plus grosse partie du travail, c'est le patient qui va le faire. C'est-à-dire que lui, dans sa vie, il doit être mobile, il doit être dynamique. Imagine, il y a des études qui ont été faites, une vidéo est publiée sur tous les 150 manipulations. Parce que ça fait pas crac à chaque fois comme ça. Vous avez vu au niveau cérébral, c'est clic, C'est plus bien encore. Et il y a des patients où ça fait beaucoup de bruit. Et c'est cela que les gens publient sur Internet. C'est pour ça que j'aime pas cette façon-là. Ici, cette main, elle va tenir le coude. C'est bien que dans la position, on descend beaucoup le crâne se trouve. Ah oui, je sens la chaîne. Oui, mais je choisis. Je fais pas n'importe quoi. Non, il n'y a pas besoin. Non, je vais mettre la position. Il n'y a pas besoin. Ok. On va soulever les fesses, on repose, on va enlever les jambes. Je regarde juste une chose. C'est une précision chirurgicale quand même. Oui, parce que c'est 5 ans d'études. C'est pour ça que je reviens à chaque fois sur le fait que, vous voyez là, vous me dites de l'autre côté, non, il n'y a pas besoin. La vertèbre a été sur un blocage sur cette telle articulation. Chaque vertèbre a plusieurs articulations. Et par rapport à ce blocage, on va mettre en place une technique qu'on a appris qui va permettre de travailler sur ce millimètre-là. D'accord. D'où le fait que quand j'avais les doigts au niveau du dos, je vérifiais cette zone-là, et vous ressentiez une sensation sur cette zone-là, et pas au niveau des omoplates, pas au niveau plus bas, pas la vertèbre en dessous, et c'est celle-là qui doit être manipulée. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on peut voir sur des vidéos où on entend oui, ça c'est le prof de rugby qui fait ça en fin de séance. Oui, bon, ça soulage des gens, mais le seul problème c'est que s'il y avait une contre-indication, bah, lui, il n'était pas en mesure de la diagnostiquer. Et on en récupère des patients. Et les orthopédistes en récupèrent aussi. Des patients où on leur a fait craquer, toute leur vie ça allait bien, et là, drame, ils sont restés bloqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences aussi au crack. Bah, n'importe quelle technique en fait. C'est imaginer, tout à l'heure vous me disiez, vous avez une luxation au niveau de l'épaule. Bah, imaginez que j'appuie très fort sur cette zone-là. Et que j'étais pas capable de dire cette séquelle, j'ai pas le droit de faire tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Bah, potentiellement, je risque de l'aggraver. Et un des plus gros principes importants au niveau médical, c'est surtout le serment d'Hippocrate, ne pas nuire. Il ne faut pas nuire au patient. Donc certes, on peut avoir des techniques où on se dit, tiens, ça va lui apporter un bénéfice, mais il faut toujours le contrebalancer en quel est le bénéfice-risque.
le risque doit être le plus proche possible de zéro. Évidemment, comme dans tout traitement, quand quelqu'un prend un Doliprane, il n'y a pas de zéro risque, il y a du risque. Mais le risque est minime par rapport à l'apport thérapeutique. Et c'est ce qu'il faut faire faut mesurer sur la balance. Donc, ça, c'est des techniques faciales. Et c'est des techniques les moins comprises surtout au niveau en haut cellulaire. Mais ça commence. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté culturel où même dans le massage, il faut que ça y aille fort, et si ça passe pas, mais bon, c'est quelque chose de, même pas culturel, mais c'est quelque chose d'historique, on va dire. Et ça change, c'est quelque chose qui change. Et pour vous dire, une technique comme ça n'est pas moins puissante qu'une technique crack. C'est le résultat est le même. C'est juste que la visée n'est pas la même, c'est quelque chose d'un peu plus global sur une zone, on vise pas les mêmes tissus du corps, voilà, c'est d'autres... Moi, j'ai commencé ma pratique avec quasiment que des techniques crack. Ça me semble impensable maintenant. Parce que je pense que ça ne permet pas de régler tout ce qu'on peut régler. Une dernière chose pour un dernier petit exercice. Ok, on va laisser tomber la jambe gauche à côté de la table. Si c'est le gym, tire trop. Et c'est normal si ça tire au niveau de l'aine à gauche. On va pousser doucement la cuisse gauche vers le plafond. On relâche. Une dernière fois. C'est vrai que ça tient. Et ensuite, après, il va y avoir d'autres techniques où on va venir regarder au niveau du ventre. Est-ce que la mobilité de chaque organe est correcte? C'est bon qu'on touche. Oui. Est-ce que la mobilité, est-ce que la souplesse est correcte, la densité est correcte? Est-ce qu'il y a une zone où il y a plus de densité, c'est-à-dire moins de mobilité? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un problème fonctionnel qui a entraîné un problème mécanique? Sur ce cas-là, on ne va pas pouvoir changer grand-chose, c'est plus du domaine médical, c'est-à-dire s'il y a eu un calcul au niveau de la vésicule biliaire, par exemple, et qu'au final, ça a rigidifié le diaphragme, le ventre, oui, la cause initiale, c'est le problème de calcul, c'est un problème plutôt chimique derrière, et on va aller plutôt voir un médecin. Okay. Mais par contre, il peut y avoir du stress ou un traumatisme qui a fait que toute cette zone bougeait moins bien. Si elle bougeait moins bien, ça appuie un petit peu sur le foie et la vésicule biliaire. Et du coup, ces organes-là n'avaient plus la mobilité correcte pour pouvoir fonctionner de façon libre et compétente, on va dire. Et le risque de calcul est plus important sur cette zone, le rein aussi derrière. Nous, à ce moment-là, on va essayer de voir, est-ce qu'en redonnant de la mobilité sur la partie inférieure du thorax, sur le diaphragme, sur les viscères qui sont en dessous, est-ce qu'en leur donnant plus de place, il y a moins de raisons que cette zone stagne au niveau des liquides, et donc de faire des calculs. Donc c'est C'est faciliter les fluides. Oui, en fait, toute la mobilité va faciliter les échanges. En fait, c'est le même principe que... Imaginez une flaque d'eau, ok? Une flaque d'eau, si ça ne bouge pas, ça stagne, il y a des larves, il y a des maladies qui se développent, etc. Un cours d'eau, l'eau circule, c'est propre, on peut boire. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. C'est le même principe. Au niveau du corps, s'il y a une zone qui stagne, elle va avoir tendance à proliférer au niveau bactérien, mycose, et surtout attirer tous ces petits problèmes-là. Les douleurs, les contractions musculaires et d'autres choses après aussi. Si c'est mobile, plus les échanges liquidiens sont corrects, mais même au niveau des cellules. Là, on parle au niveau des cellules, mais aussi au niveau des organes, du coup, et au niveau du corps en règle générale. Et plus c'est mobile, plus ça va. Un exemple très simple. Énormément de problèmes de retour veineux sont dus à des problèmes digestifs. Pourquoi? Parce que le gros tronc veineux qui ramène le sang vers le cœur passe au niveau du digestif et du foie, et que si ici j'appuie sur le tuyau d'arrosage, entre guillemets, ça remonte moins et ça stagne. Donc là c'est un exemple très macroscopique de ce qui peut se passer sur chaque petit vaisseau. Merci docteur.